Hop, c'est tout. Tu me dis Claude, c'est ça? En jeu? Ouais, ok. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus ce soir, super nombreux. Ce soir, je vais vous parler des codes à barres, et c'est pas que de la barre. Pour ceux qui me connaissent pas encore, parce que je suis déjà venu une fois ou deux ici, et puis une fois à Volcamp, j'espère de retour Volcamp, on verra. Comme a dit Flo tout à l'heure, il y a le CFP, si vous voulez participer, c'est vraiment cool comme expérience. Je suis Sylvain Gougouzian, je suis développeur chez Zenica à Clermont-Ferrand. Vous pouvez retrouver un peu toutes mes présentations sur Slack Desk Link. Donc voilà. En fait, on va commencer par un petit peu d'histoire, en fait. En parlant d'histoire, il y aura des histoires drôles comme ça, carambar en fait. Donc bon, je vous laisse juger de la pertinence des blagues. Voilà. Hein. Donc tout commence en 1952, quand Norman Joseph Woodland et Bernard Silver, qui étaient tous les deux étudiants à Drexel à Philadelphie, ils étaient dans les couloirs et puis ils ont entendu un de leurs profs qui était en ingénierie qui discutait avec le dirigeant d'une chaîne de commerce qui s'appelle Foodfair, qui se demandait en fait comment faire pour améliorer l'inventaire des produits. Et en fait, tous les deux, ils ont entendu cette discussion-là et puis ils se sont dit, ok, on va réfléchir là-dessus. Et puis un jour, ils étaient sur une plage en fait, et ils s'amusaient à dessiner avec les pieds en fait du code Morse. Et ils ont reproduit, en fait, ils ont réussi à faire des sortes de barres. Ils se sont dit, ah putain, ça pourrait être cool comme code. Et donc, ils ont déposé un brevet, comme on est aux États-Unis, hein, en fait. Hein, dès qu'on a une idée, il faut vite faire une entreprise. Et donc, ils ont pondu le brevet sur comment dessiner un code barre, à la fois un code barre, pardon, je suis devant, à la fois des barres verticales et à la fois rond, en fait. On en verra plus tard des codes barres ronds. Et ils ont revendu ce brevet-là à une entreprise qui s'appelle Philco pour 15 000 dollars. Bon, si on reprend à l'heure actuelle, ça fait à peu près 200 000 dollars, donc 200 000 euros, on va dire, hein, à peu près. Donc, comment on lit un code barre en fait? Le principe de lecture, c'est très simple. On a juste un laser qui parcourt un code barre qui va lire les bandes noires et les bandes blanches. Et ici, le miroir, c'est ce qu'on appelle une tête galvanométrique, ça permet de bouger très rapidement. Et en fait, 220 fois à peu près par seconde, en fait, le miroir, il a bougé. Donc ça arrive à scanner très rapidement un code, et donc ça permet de lire en fait l'information. Surtout que en fait, ce qui est important de savoir, c'est que les codes barres, donc j'avais dit que c'était 1952. En 1953, on a créé le premier maser, en fait, qui n'était pas encore un laser. Les lasers sont venus après. Et donc voilà, en fait, ils ont créé le code barre avant de pouvoir le lire. La première utilisation, en fait, c'était Hitman. Non, je déconne. C'était chez IBM. Donc, c'était pour la gestion des archives. En fait, attendez, je ne me souviens plus du nom du premier. Woodland, parce que Silver est décédé au début des années 60. Et en fait, chez IBM, en 70, Georges Laurer en fait était gestion des archives de chez IBM et puis il s'est posé la question sur comment je peux gérer mon inventaire. Et Woodland, qui bossait à l'époque chez IBM, a dit j'avais une idée. On pourrait peut-être voir pour la racheter. Et donc ils ont utilisé ça. Par contre, Laurer, il avait vraiment peur du laser en fait, parce qu'à l'époque c'était quand même pas super mature. Ils ont passé un partenariat avec un zoo pour tester, savoir si les chimpanzés avaient pas trop de soucis avec les yeux. Ils ont dit ok, c'est bon, ça passe, on peut l'utiliser. Et donc, IBM l'a utilisé de 70, et puis petit à petit, ça arrivait dans le commerce. Donc en 1974, le premier produit avec un code barre qui était scanné dans un supermarché, c'était un paquet de chewing-gum aux États-Unis. Ça a mis un peu de temps, 5 ans, pour traverser l'Atlantique. C'est arrivé chez les Anglais. Eux, le premier article qui a été scanné en 79, c'était un sachet de thé. Très cliché. Et chez nous, en 1980, le premier qui est arrivé, en fait, c'est une baguette. Non, c'était des galettes de fouenan que Casino après a mis dans tous ses supermarchés en 1982. Très bonne année. Je sais pas si la vidéo va marcher. Le son. Ah, des prix réduits et de nombreux produits en un même lieu. ça va rappeler certains souvenirs à quelques-uns. Avant la caisse, le temps nécessaire à l'emballage des achats et au paiement, et enfin l'obtention d'un ticket, clair quant au total à régler, mais illisible et invérifiable dans le détail, comme celui-ci. Donc avant, on avait des tickets comme ça, je me souviens quand j'étais Les petit. supermarchés fourniront ce nouveau ticket, fiable, précis comme une facture, et ce grâce à l'installation de nouvelles caisses électroniques à lecture automatique.
Je prends mon produit, je l'oriente devant le scanner. Il s'enregistre sur la caisse pour la caissière et à l'indicateur pour le client. Je prends le pull, c'est un produit textile qui ne passe pas sur le scanner. J'ai mon petit crayon, j'enregistre le produit. Voilà. On fait le total de la marchandise pour le client, la somme à payer et le montant payé. Le scanner et le crayon lisent ces petites barres sur les emballages. Elles sont le symbole d'un code national qui identifie le produit et son fabricant. L'œil électronique est relié à un ordinateur qui fournit à chaque passage du symbole le nom et le prix du produit directement à l'imprimante de la caisse. D'où absence d'erreur manuelle de la caissière, passage accéléré de la marchandise et suppression des étiquettes individuelles sur chaque paquet. Voilà. En faisant ce talk, je me suis souvenu qu'en fait on avait des étiquettes sur chacun des emballages. J'ai connu pendant longtemps en fait quand même parce que je venais d'un petit village où il n'y avait pas de caisse automatique, donc il y avait encore les prix qui étaient indiqués sur les produits, hein. Donc en faisant ce talk, je me suis rendu compte finalement que ça faisait pas si longtemps que les codes barres sont dans nos vies. Et donc ça a permis d'optimiser vachement de choses en fait parce qu'on peut automatiser les stocks, il y a moins de problèmes en fait sur le contrôle, sur les caisses. Justement, les gens, en fait, on mettait encore le prix sur les produits pendant longtemps aussi, du fait que les gens stressaient de plus savoir combien coûtait le produit entre le moment où ils l'ont pris en rayon et où ils l'ont pris à la caisse. Après, il faut voir que les gens, ils ont toujours peur, en fait, parce qu'on a toujours les prix aussi en francs sur nos tickets, je crois, hein, sur ces trucs. Hein. Donc voilà, nouvelle petite blague, on va passer à un nouveau chapitre. Et donc je vais vous parler d'abord des codes barres indés. C'est les codes barres que tout le monde connaît en fait, qui sont des codes barres linéaires. C'est vraiment le code qu'on appelle les codes barres. Et donc ils se composent de lignes verticales, noires et blanches, qui sont de différentes épaisseurs, donc qui vont encoder de l'information. Un peu comme les codes Morse. Le premier dont j'ai parlé en fait, c'était le champ UPC, le code UPC pardon, qui a été inventé en 70 par Laurer chez IBM. En fait, ce code-là maintenant, il est vraiment de partout en fait dans le monde. Il est encodé sur 11 chiffres d'information et il y a une clé de sécurité à la fin, un peu comme vous avez aussi sur vos clés de carte vitale ou votre carte bleue. En fait, les deux derniers chiffres sont une clé de sécurité. Et donc, pour le code UPC, en fait, le premier chiffre, ça va être le type du produit. Ensuite, les 5 d'après, pardon, ça va être les fabricants. Les 5 suivants, ça va être le code produit qui va être encodé comme ça. Une évolution de ce code du PC, parce qu'on est en Europe, et que l'Europe, ils ont dit on va faire nos propres codes. En fait, ils sont basés aussi sur le code du PC quand même à la base. Donc c'est le EAN13, c'est celui que nous on connaît le mieux. Maintenant on l'appelle IAN aussi en fait pour international. Avant c'était European Article Number. Donc lui il est composé de 13 chiffres, dont 12 plus la clé. Et donc il y a les 3 premiers chiffres correspondent au pays. Par exemple, si vous prenez un code barre chez vous, si vous voyez que les chiffres commencent de 300 à 379, ça va être la France. Si ça va être de 400 à 440, c'est l'Allemagne, etc. Tous les pays en fait ont une plage plus ou moins grande en fonction du nombre d'entreprises dans le pays. Les 4 suivants, ça va être le code fabricant. Et les 5 d'après, ça va être le code produit. Il y a un truc à savoir aussi, c'est pour les produits que vous allez avoir sur les produits qu'on pèse, là par exemple les fruits et légumes, etc. Et ben en fait, le code produit, c'est pas le fruit en lui-même, mais ça va être le prix en francs qui va être encodé en fait, les chiffres. Donc comment se passe un calcul de la clé EAN en fait? Eh ben, en gros, on va prendre le chiffre A qui va être 3 fois la somme des paires plus la somme des impairs. Ensuite, on prend ce chiffre, on fait un modulo 10 pour savoir donc s'il est plus grand que 10, comme ça nous permet d'avoir juste des unités. Et puis, si B égale 0, la clé sera égale à 0, sinon on fait 10 moins B. Donc, pardon, hop, si on prend par exemple un code 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, donc ça fait 4. Parce qu'on a les chiffres pairs, ça fait 0. Les impairs, donc ça fait, il y en a 6 normalement, si je dis pas de bêtises, ouais. Donc ça fait 6. 6 modulo 10, ça reste toujours 6. 10 moins 6 égale 4. Le compte est bon. Si je reprends, que je remets 0, 1, 0, 1, 0, 1. Hop. Et donc là, on a
3 x 6, 18. 18 modulo 10, ça fait 8. Donc 10 moins 8, ça fait 2. Ça n'a pas planté. Et les codes barres, en fait, dans les années 80, ça a été un peu la folie, et surtout les années 90. Et il y en a même qui ont créé des jeux vidéo. Donc je vous présente, si ça veut marcher. Voilà. Un petit jeu qui s'appelle Barcode Battler, qui a fait fureur au Japon. Et qui a fait fureur au Japon et aux États-Unis, pas trop en France. Et en fait, on avait donc des codes barres. Alors attendez, je choisis juste celui-là, je crois que c'est ça. Non, ça. Et donc, le principe c'était d'avoir des codes barres en fait avec notre personnage. Et on avait des ennemis et on pouvait se battre aussi entre nous, etc. avec des armes. Et donc là, comme à la caisse, hop, je scanne le code barre. Et donc là, ça me donne les statistiques de puissance, de défense et d'attaque, je crois. Ouais, énergie, attaque, défense. Et donc là, par exemple, je mets le second joueur, qui est un ennemi. Et hop, donc lui, on voit qu'il est un peu plus costaud quand même, ça va être un peu tendu à le battre. Et donc il y avait une petite histoire avec un livret, etc. Et puis le but du jeu, c'était justement de découper soi-même ses propres codes barres dans les céréales ou les bouquins ou autres pour pouvoir faire nos propres personnages, etc. en fait. Un autre code barre que je voulais vous parler, c'est le code 128. En fait, c'est le seul qui a des caractères alphanumériques. Depuis tout à l'heure, en fait, on voit des codes barres avec juste des chiffres. Et celui-là, vous le retrouvez par exemple sur vos commandes Amazon, en fait, sur les colis Amazon ou autres, ils sont toujours en vigueur. Il a été conçu en 81, celui-là, et il prend l'ensemble de la table ASCII, en fait. Donc voilà, il est utilisé énormément dans les transports, expéditions et le suivi des colis. Et puis il y en a plein d'autres en fait. Il existe les codes à barres qui ont donné le nom des codes barres. Le code 11, le code 39, les databars, voilà, il y en a vraiment plein des codes indés. Ils ont tous à peu près les mêmes normes en fait. Ils calculent deux clés, ils sont toujours présentés avec des plus ou moins épais. Sur les codes, attendez, ouais, sur celui-là, on voit en fait les barres qui sont un peu plus grandes. C'est des patterns de sécurité. En fait, il y a la première partie qui est encodée de ce côté-là et la deuxième est encodée un peu en mode miroir en fait pour savoir quel est le code de lecture et le sens de lecture, etc. du code. Donc chacun a un peu leur norme en fait. Et donc pendant très longtemps, les codes barres indés ont survécu en fait et petit à petit sont apparus les codes 2D en fait, donc comme un QR code par exemple. Et donc là on voit que dans les années 80, c'était vraiment le code indé qui fonctionnait bien. Et donc là vous avez compris, je vais vous parler des codes 2D. Le code 2D qui est inconnu, mais que par exemple à la SNCF ils vont vous dire bah, je peux scanner votre QR code en fait, alors qu'en fait ce n'est pas un QR code, c'est un code Aztec. Lui, en fait, il est super utile dans les transports du fait qu'il n'a pas de sens de lecture. Il a ce qu'on appelle un bullseye en fait, qui est la cible au milieu. On retrouve un peu le code rond que je vous ai présenté dans le brevet au tout début. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, maintenant les contrôleurs SNCF, ils contrôlent facilement avec leur smartphone en fait, mais avant ils avaient des petits appareils avec pas beaucoup de mémoire ou autre, et donc il fallait quelque chose de ce soit simple. On retrouve encore des codes justement, par exemple là j'ai un ticket de Grenoble, et en fait on voit bien que c'est encore des codes Aztec qui sont notés avec plein d'informations, etc. en fait. Donc le code lui est vraiment utilisé dans les transports, c'est pratiquement celui-là qui est tout le temps utilisé. Et puis je pense que comme tout le monde, vous avez connu le QR code à peu près au niveau du Covid. Personnellement, je l'avais connu avant, en fait. L'idée de ce talk, elle m'est venue, j'ai bossé pendant 5 ans dans une startup de marquage laser pour la traçabilité. Et en fait, donc c'était de 2015 à 2020, juste avant le Covid. Et donc à l'époque, je faisais déjà des QR codes, d'autres codes 2D pour le suivi, etc. Et donc en fait, le QR code, lui, il a été inventé par une filiale de Toyota, pardon, en 94. Et en fait, je vais détailler un peu comment on fait pour le lire. Donc, lui, il peut encoder au maximum 1817 kanji au kana, ou sinon 7000 nombres ou 4300 lettres anglaises en fait. Il y a un algo dessous pour compresser les données qui est du algorithme Solomon.
Et donc en fait, un QR code se présente toujours de cette manière-là. Il faut bien penser à mettre de l'espace autour du code aussi pour que les capteurs puissent lire justement les finder patterns en fait. S'ils n'arrivent pas à les détecter, eh ben, impossible de lire le code. Ensuite, donc ça va juste permettre de dire dans quel sens est le QR code. Ensuite, on a les séparateurs patterns, c'est-à-dire qu'autour des finder patterns, comme j'ai dit à l'instant, il faut de l'espace. Il faut de l'espace aussi autour normalement. Mais dans le code en lui-même, quand on le génère, en fait, ça sera toujours vide. S'il y a un caractère à cet endroit-là, ben en fait, impossible de lire le QR code. Ensuite, on a le timing pattern. En fait, on voit qu'il y aura toujours une alternance de noir, blanc, en fait, entre les finder patterns, que ce soit horizontal ou vertical, qui permet justement de voir si le QR code il est complet correctement, en fait. Ensuite, on a le format pattern. Le format pattern, en fait, c'est ce qui va nous permettre de dire si on encode des kanji, si on encode des lettres anglaises, si on encode que des chiffres. Ouais, c'est ça. Ensuite, oui, et les codes d'erreur aussi. Justement, en fait, les codes d'erreur, le code peut être encrypté sur 4, je vais le présenter juste après, sur 4 types de valeurs de compression, et ce qui nous permet de détériorer facilement le QR code. En fait, souvent, vous voyez des QR codes avec des logos, on peut quand même les lire, et en fait, ça va dépendre de la marge d'erreur que vous donnez à votre code, en fait. Et ensuite, le contenu est encodé sous la forme un peu zigouigoui comme ça partout en fait. On retrouve l'information à plusieurs endroits et c'est pour ça que justement qu'on peut le détériorer et le lire facilement. Si le QR code devient de plus en plus gros, on va trouver des alignements de patterns en fait. C'est ce que vous voyez avec ces gros, de retour comme des finder patterns un peu plus gros en fait. Donc on trouve l'information. Ouais, vous pouvez les lire. Je sais plus qu'est-ce que j'ai marqué dessus, Hello World ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Merci. Et donc les erreurs level, comme je disais, il y en a 4. Il y a low, medium, quality, je crois, ou quick, et H pour high. Donc plus vous allez avoir un error level assez haut, plus vous allez avoir un QR code assez gros, justement, en fait, pour que l'information soit redondante un peu partout. Il y a un autre type de code 2D, pardon, que vous devez connaître, je pense, c'est les data matrices. On en trouve beaucoup, sans faire de pub, sur les médicaments, en fait. Et pour nous aussi qui sommes dans la tech, on les trouve sur tout ce qui est cartes électroniques, etc. En fait, ces data matrices sont pratiques parce que ils ont une grande marge d'erreur. Je crois que c'est 33% en fait du code qui doit être lisible pour qu'il puisse être lisible. Et donc, ils résistent assez bien à tout ce qui est abrasif, etc. En fait, sur les cartes. Donc, ça fait que si le code il est un peu petit, on retrouve le finder pattern et le timing pattern en fait. Il y a d'autres types de code barre 2D aussi que je voulais vous présenter, qui sont par exemple le PDF 417 qu'on retrouve aussi chez UPS, les transports, etc. Pareil, c'est en code d'information, comme un code barre, comme un QR code, etc. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus jolis, j'aime bien celui-là par exemple, qui est le dot matrix, je crois. Donc voilà, il en existe vraiment plein des codes 2D aussi qui sont tous aussi funky les uns que les autres. Attendez, je bois juste un coup. Ouais, les blagues sont pas folles. Hop. Tac. Donc ça va être votre tête normalement avec ma blague. Et en fait, non, c'est qu'il existe aussi d'autres, il existe du code 3D justement en fait. Donc on a des codes 3D réels, par exemple, ça c'est ce que je faisais quand on était dans la startup, où pour certifier que c'est nous qui marquons, les lasers ils ont une certaine intensité ou autre, et donc on était capable de certifier que c'était marqué avec tel laser, et donc on pouvait faire des codes barres un peu 3D. Mais souvent c'est des adaptations un peu aussi de code barres 2D déjà, mais juste avec par exemple l'ajout de couleurs en fait. Il y a d'autres codes, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui connaissent Navilance? Ah pardon, je sais pas si celui-là il y a quelque chose dedans. Je suis pas sûr qu'ils le lisent. Parce qu'il doit pas y avoir assez de contraste en fait. Si? Ok. Bon. Ok. Navilance, est-ce qu'il y en a qui connaissent? Cool. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Navilance, en fait, c'est une boîte espagnole qui fait ça pour la lecture des ingrédients et donc on le retrouve par exemple ici sur le paquet. On le retrouve aussi ici.
En fait, c'est pour les non-voyants. Je vais vous faire une petite démo. Alors, normalement, si ça marche bien, parce que ça fait longtemps. Hop, tac, partage. Yes, ça marche. Donc, les non-voyants ont une application en fait. Et là, il a détecté. Chargement du contenu. Veuillez patienter. J'ai pas beaucoup de réseau. Kellogg's Ah si, Extra c'est bon. Dark Chocolat et Roasted Hazelnut Granola 800G. Appuyez Voilà. sur le bouton affiché plus pour voir plus d'informations. Et donc, normalement, je peux le localiser. Gauche, Voilà, ça me dit en fait où est-ce qu'il était. droite. Ici, ici. Voilà. Et en fait, c'est vachement pratique pour les. Attendez, si je sors de là. Kellogg's Extra Tac. 40 cm. Voilà. Il me dit aussi à quelle distance je suis. cm, 25 cm, 10 cm, Voilà. 30 cm. Allez, chut, maintenant. Kellogg's Extra Dark Chocolat et... C'est bon. Donc, chut. Et donc c'est super pratique pour les non-voyants en fait. Et on a ça actuellement que sur quelques produits en fait. On l'a pas non plus sur énormément de choses. Et donc ça permet aussi, alors pour les produits, puis en Espagne, je crois qu'il y a beaucoup d'endroits aussi, c'est pour qu'ils puissent se déplacer en fait. Et donc on a des codes aussi des types 4D par exemple. Ça marche. Les 4D en fait c'est juste, on ajoute la notion de temps et le code il varie en fonction du temps. Et donc résultat à analyser, c'est un peu plus complexe. Et donc vu qu'il me reste 10 minutes, je vous propose qu'on fasse notre propre code barre en 3D, donc 3D, parce que 3D en anglais, 3D avec mon accent ça marche bien. Pourquoi un petit rhizome? Parce qu'en fait c'est un légume qui peut se couper et se reconstruire de lui-même, donc l'idée c'était de pouvoir dégrader jusqu'à 20, qu'il reste plus que 25% et qu'on puisse avoir l'information. Donc l'idée c'est d'avoir un code 3D pendant en couleur, avec une redondance énorme, comme je viens de dire. Un quart d'affichage, ça permettrait de le lire quand même. Avoir un sens de lecture un peu comme les data matrices. Un stockage de l'information dans la taille du canal alpha, en fait, donc de la transparence. Et donc, comment je vais faire pour encoder l'information? En fait, sur les QR codes, je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y avait l'algo de Salomon Reed, en fait. Bah là, sur celui-là, j'ai utilisé un autre qui s'appelle LZ, donc l'algo d'Abraham Lempel et Jacob Zib. Et en JS, en fait, on a une librairie qui s'appelle ZString qui est utilisée partout. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un tableau de int de 0 à 255. Comme ça, au moins, j'ai mes codes couleurs, c'est parfait. Et donc, l'idée, c'est de passer de lorem ipsum, voilà, d'avoir des chiffres de 0 à 255. Et si je les prends, ça me peut faire un lorem ipsum. Pour la partie rouge, en fait, je vais disposer les informations dans le sens du tableau de haut en bas, en fait. Sur le canal vert, de bas en haut et de droite à gauche. Et puis le bleu, je vais essayer de les disposer un peu partout pour que justement, si j'ai plus qu'un quart, je suis capable quand même d'avoir l'information de le 0, il était là sur le canal bleu, etc. Je vais être capable de pouvoir le reconstruire. Bon, si je montre un peu de code parce qu'on est avec Clermont-Tech, l'idée c'est que je compresse le texte que je veux cacher, je définis un carré, donc je complète avec des zéros si besoin, et puis je calcule le canal rouge, le canal vert et le canal bleu, et puis je l'affiche. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit test. Alors, j'ai un petit exécutable qui... Ah si, oui. Freddy. Ouais, c'est bon, ça marche. Freddy encrypt. Là, normalement, j'ai plusieurs arguments en fait que j'ai fait du style pour mettre le nom du fichier. Là, je vais laisser freddy.png. Par contre, je vais lui augmenter la taille parce qu'un pixel, sinon vous n'allez pas le voir. Hein. Freddy encrypt. Claire, mon tech, c'est un super meetup. Hop. Et parce qu'en fait, comme j'ai dit que je voulais changer la taille, je l'ai pas fait. Pardon. Freddy encrypt. Moins size 10 pixels. Claire, mon tech, c'est un super meetup. Voilà, et là on le voit apparaître sur le côté en fait. Plus je mets d'informations, plus il va grossir, etc. Donc on retrouve
le find pattern en fait avec le blanc, et puis si je mets de l'information en fait, plus je mets un truc gros, plus ça va être transparent normalement. Encrypt lorem, ça ira plus vite, hein. Hop, moins S 10 out of range, super. Bon, c'est pas grave, vous me croyez sur parole, hein. Hop. Et donc pour décoder, en fait l'idée c'est de reprendre ce code-là, cette image-là, le côté Rhizomize en fait, c'est ce que je vais présenter juste après, et puis je refais le tableau, et puis je décompresse le tableau qui est encodé en LZ en fait avec des 0,255, et je vais pouvoir avoir mes lettres après. Et donc le côté Rhizomize en fait, l'idée c'est de récupérer en fait le décalage. En fait, si je trouve mon finder pattern à un certain endroit, si j'ai du blanc ou si j'ai du noir, ça va me permettre de savoir où est-ce que je suis à peu près dans le code. Donc je vais pouvoir gérer ce décalage. Et puis en fait, après, je vais faire, ok, bah vas-y, décode-moi le canal alpha rouge, le vert, le bleu. Et puis donc après, je compare si le rouge et le vert sont ok, ben dans ce cas-là, c'est bon. Si le rouge et le bleu sont, ou le rouge et le bleu. Et voilà, ça me permettra de décrypter l'information. Donc on peut tester la lecture. Donc là, normalement, si je fais hop, .freedy decrypt, eh ben, il veut pas. Freedy.png, nul. Ok, il a pas encrypté correctement. À cause de tout à l'heure, ça c'était trop grand. Alors attendez, je vais juste mettre un petit texte plus petit. Ok. Il a pris le texte un peu plus gros, mais bon, voilà. Donc là, on voit bien que le texte a fonctionné, en fait, ça a bien déchiffré. Si on fait le bilan, parce qu'il me reste 3 minutes, en gros, on voit que par exemple, dans le passé, on avait un grand temps énorme en magasin avec les codes barres, en fait. Au lieu de saisir à la caisse chaque chiffre, on pouvait se planter, etc. Là, franchement, en fait, en temps réel, on est capable de savoir le stock où on en est dans le magasin. Voilà, on améliore tout ça de ce côté-là. Ils sont de partout, hein. Si je reprends le paquet de céréales, rien que sur le derrière, en fait, on retrouve les 3 types de code barres. Le code barre EN13 pour la caisse, le QR code pour les opérations marketing, le code Navilens pour les déficients visuels. Donc résultat, vraiment les codes barres sont vraiment de partout maintenant dans notre vie, dans notre quotidien. Pour le futur, en fait, c'est peu probable qu'on ait les codes barres 3D pour le moment. Là, tout à l'heure, vous avez vu, mon code barre il est tout petit ou plus gros, etc. Mais en fonction de la luminosité, je vais jamais capter le bon canal de couleur correct, etc. C'est pour ça que les codes barres 3D, en fait, en couleur, sont pas trop utilisés. Navilens, eux, ils utilisent un peu comme sur le Minitel, on va dire 8 couleurs. Donc résultat, en fait, eux sont capables d'avoir des nuances de bleu ou des nuances de rouge, etc. Mais ça s'est simplifié. Puis sur les 3D en temps réel, le problème c'est que ça s'effrite avec le temps ou autre, donc c'est pas très fiable. Le QR code, en fait, c'est le plus connu des codes barres 2D parce qu'il est simple à mettre en place. Il est modifiable à souhait pour les opérations marketing, on peut mettre des logos, etc. Les data matrices, ils sont vachement utilisés côté industriel, mais dans tout ce qui est opération marketing, les gens, dès qu'ils voient un code barre 2D, pour eux c'est un QR code, même le code Aztec, pour eux c'est un QR code en fait, quoi. Une dernière pour la route. Et je vous remercie pour votre attention et j'espère que ça vous a plu.